Bonjour Salut tout tout le le monde. monde et on vous présente ici voilà notre équipe du jour. Michel Rosy, Pablo Trojanovski, Stéphane Fernandez et puis on va essayer d'animer aujourd'hui un sujet qui est un petit peu qui nous a semblé très intéressant et en le préparant encore plus, c'était les arts martiaux philippins, self-défense ou arts martiaux. On va commencer dans l'ordre. D'abord, je vais vous présenter nos invités. Donc, Michel Rosy, tu es instructeur senior Kali Jet Kundo et de l'école KJRE System. Donc, tu es un pilier des arts martiaux philippins en France. Quand je dis pilier, c'est-à-dire que tu as une longévité et tu as animé énormément de stages, d'événements et autres. Aujourd'hui, tu donnes toujours tes cours et tu es président aussi de l'Union française de... C'était non, l'ancien président, voilà. tu as Voilà. été, pardon, Union française de Cali Arnis Escrima et discipline associée. Et aujourd'hui, tu es membre du groupe de coordination développement national au sein de la FFKD pour les arts martiaux philippins du sud et sud-est asiatique, si je ne me trompe pas. C'est ça, Calies Climat et Silat. Et Silat. Voilà, merci. Ben, on est très très content de t'accueillir. Notre deuxième participant, c'est Pablo Trojanovski. Et tu es responsable, Pablo, de l'Arnès Diablo en France. Tu as pris aujourd'hui à Fontenay-sous-Bois et tu animes les cours avec Bibiche et Michael Mirail, et tout ça sous la houlette de Daniel Lamac en France et Lazaro Talaya en Espagne. Tu es aussi, donc tu as aussi été fondateur. Alors, quand on dit fondateur, c'est que tu n'as pas fondé l'INAIAN, mais c'est toi qui as ouvert la section aussi INAIAN IS3 de Fontenay-sous-Bois. Il y a combien d'années déjà? Je crois que 4 ou 5. 4 ou 5 ans, très bien. Bon, bah, écoute, on en a du coup, aujourd'hui, c'est Louis-Philippe Nivin qui t'a succédé à ce poste. Tu es aussi titulaire d'un BGEPS, CQP, judo, jiu-jitsu, donc tu as aussi fait pas mal de petites choses dans les arts martiaux. Tu as aussi pratiqué à assez haut niveau le Shambara et tu es aujourd'hui enseignant aussi en self-défense au sein de ton association Trama. Et je précise aussi que tu es psychologue de formation. On utilisera probablement voilà, cette formation pour expliquer certaines choses, éclairer certaines choses de la self-défense. Juste avant de te donner la parole, Stéphane, j'aimerais aussi vous préciser à tout le monde que on n'a pas choisi, on n'a pas invité Pablo et Michel parce qu'ils sont représentants eux-mêmes du courant art martial ou du courant self-défense, pas du tout. C'est pour leur expérience, pour leur pratique, leur savoir, et on espère que vous allez nous éclairer sur ce sujet. Et sur ce, je te passe la parole, Stéphane. Oui, bon, salut à tous. Alors, déjà, ce que je voudrais clarifier, c'est pourquoi on s'est posé cette question AMP, art martial ou self-défense. Pourquoi ce débat, en fait, pourquoi cette table ronde? C'est parce qu'on avait le sentiment que finalement, en creusant un peu, la réponse n'est pas forcément si évidente que ça. Qu'on entend ici et là que ce sont des arts guerriers, des arts redoutables. On communique beaucoup vis-à-vis de l'extérieur sur l'efficacité de ces arts. Et en creusant, on va peut-être s'apercevoir que c'est pas si évident que ça. Et je pense que c'est intéressant à un moment donné de savoir finalement dans quelle case on est à titre individuel et surtout dans le cadre de la promotion, quelle image on renvoie, qu'est-ce que les gens, en fait, quand on aborde de disciplines, pensent. Est-ce qu'ils considèrent que bah oui, c'est un art martial, que c'est un art guerrier, que c'est de la self? Je pense que c'est important quand on fait la promotion de quelque chose de savoir qu'est-ce qu'on promouvoit et pas se retrouver
à penser qu'on fait quelque chose et que finalement, de l'extérieur, on pense qu'on fait autre chose. Et donc, on a voulu, avec Gaston, vous proposer cette table ronde pour justement essayer d'apporter des éléments de réponse, de réflexion. Donc, voilà. Moi, je voudrais qu'on commence juste très rapidement avec nos deux intervenants sur une petite définition assez courte, parce qu'il est important qu'on clarifie finalement qu'est-ce qu'on entend par art martial et qu'est-ce qu'on entend par self-défense. Donc, je vais peut-être poser la question à un des deux intervenants. Je ne sais pas, Pablo, par exemple, qu'est-ce pour toi, si tu devais en 2 mots définir très rapidement la self-défense, qu'est-ce que tu pourrais nous dire très brièvement? On va développer après, mais déjà de démarrer avec… Je dirais aujourd'hui, c'est l'étude, la pratique, l'enseignement des gestes, des réactions pour se protéger, notamment en situation civile, je veux dire pas en situation de guerre, en situation urbaine, mais ça peut être aussi à la campagne, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, d'un honnête citoyen, d'avoir les connaissances, les savoirs, la capacité de réagir de façon adaptée à différents types d'agressions, que ce soit à titre individuel ou, les plus difficiles, collectif. D'accord. Michel, sur ce que vient de dire Pablo, est-ce que tu veux compléter ou est-ce que tu aurais eu à peu près une réponse similaire? Oui, j'aurais une réponse similaire. D'accord. Et alors, Michel, si on devait définir voilà, qu'est-ce qu'un art martial au sens large, qu'est-ce qu'on pourrait dire Alors, un art martial au sens large, c'est un système de combat élaboré avec des composantes techniques, mais aussi psychologiques, stratégiques, etc., qui conçoit plus le combat sous forme d'affrontement guerrier, si je puis dire. Mais tout ça rapporté à des situations modernes maintenant, où en France, par exemple, on a très peu de situations guerrières si on n'est pas militaire. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça. Bon. Justement, voilà. si je peux me permettre, en fait, là, du coup, on aborde tout de suite, on est un petit peu dans le vif du sujet, justement. On évoque la guerre, et j'ai envie de te demander, Stéphane, là, quand on parle de self-défense aujourd'hui, donc on parle de self-défense dans un environnement probablement pacifié, sinon on parlerait de guerre. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif du passage, en fait, du champ de bataille jusqu'à aujourd'hui, quelque part? Ouais. Donc, je vous ai préparé une petite presse voilà, très courte. C'est simplement pour effectivement expliquer ce passage. Ce n'est pas l'histoire des arts martiaux philippins, parce que là, il faudrait faire un autre épisode. Mais c'est pour avoir un peu quelques éléments comme ça, pour que tout le monde soit à peu près à niveau sur ces notions. Donc là, je vous la partage. Voilà. Hop. Je sais pas, est-ce que tout le monde la voit? Ah, c'est formidable, c'est impeccable. Voilà. Donc, voilà, on a évoqué la guerre, les arts guerriers. Hein. On sait à peu près que nos arts martiaux élaborés, dès qu'il y a eu des arts martiaux un peu élaborés avec des armes, des systèmes un peu évolués, ça vient sans doute de l'exigence de la guerre. Et donc, le combat en temps de guerre, c'est un combat d'une armée contre une autre armée. En général, ça se passe sur un champ de bataille. Il y a un permis de tuer. C'est la convention de la guerre. Hein. On est autorisé à tuer l'ennemi. Et on va avoir des armes qui sont adaptées au champ de bataille et qui sont des armes efficaces. Donc on va avoir, et c'est le cas quand les Philippins, il y a des siècles en arrière, devaient aller sur le champ de bataille, on va avoir des lances, des sabres, des arcs et des flèches, des boucliers, des couteaux, des haches, des casse-têtes. Et au fil de l'évolution du temps, on va graduellement avoir accès à l'introduction des armes à feu légères et lourdes. Et on peut considérer que pour un soldat de base, la partie main nue n'a pas de place prépondérante, n'est pas le sujet principal d'étude. Tu veux dire, excuse-moi, la partie main nue, elle n'aurait pas de prépondérance. Pourquoi? Parce que sur le champ de bataille, ouais. Voilà, et puis parce que sur le champ de bataille, face à des armes voilà, qu'on a citées, la distance fait que le main nue, si tu vas à main nue dans une bataille où il y a des armes, ta capacité de survie est quand même assez limitée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de main nue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corps d'élite, d'espèces de commando ou de garde du corps qui aussi auraient une connaissance, mais
je dirais pour la masse de soldats, passer des heures et des heures à faire du main nue serait une aberration. On passe du temps surtout à s'entraîner avec les armes efficaces. Voilà. D'accord. Alors, ensuite, en temps de paix, ouais. donc là, comment est assurée la sécurité des habitants en temps de paix? On va avoir déjà un premier point, c'est que en général, ça c'est des généralités, on va déléguer sa sécurité aux forces de l'ordre, entre guillemets, et aussi un système de justice, c'est-à-dire un système de justice qui dit attention, si tu as l'idée d'aller agresser quelqu'un, eh ben, tu encours la prison. Donc ça, c'est une façon aussi de protéger les gens, mais concrètement, c'est les forces de l'ordre au quotidien qui vont assurer cette protection. Donc là, on est plutôt dans une configuration non pas d'une armée contre une armée, de un ou plusieurs contre un ou plusieurs, et là, les armes sont adaptées au lieu, et facilement transposables. Elles sont adaptées aussi aux fauteurs de troubles qui nous agressent, comment ils nous agressent, comment ils agressent. À la convention aussi, ce que j'appelle la convention sociale et légale, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de permis de tuer pour un policier, et il y a la notion d'application manuelle. Et donc là, on va se retrouver au fil du temps. On peut très bien avoir des policiers, entre guillemets, avec un sabre, parce qu'en face, il y aura des agresseurs avec des armes. On va avoir le fameux bâton, la matraque, etc. Et puis aussi, au fil du temps, l'introduction des armes à feu légères. Et là, on peut considérer aussi que dans le cadre de ces fonctions, un policier a besoin de techniques de main nue, donc on aurait aussi un espèce de main nue policier. Donc ça, c'est pour la partie quand on délègue, mais même en temps de paix, on doit prendre en charge sa propre sécurité, ce que j'appelle la self-défense civile, ouais. où on serait en général, c'est un contre un ou plusieurs, on va dire en général. Et donc, pour l'agresser, notamment, même il y a des siècles en arrière aux Philippines, le civil agressé, lui, il va avoir soit des armes légales tolérées ou détournées de leur fonction première. Et ça, c'est en fonction ou pas de la présence d'une police, dans le sens où si j'ai beaucoup de policiers qui assurent ma sécurité, je n'ai pas forcément besoin d'avoir autant d'armes sur moi. Si j'ai peu de policiers, forcément, c'est moi qui dois assurer ma sécurité. Et ces armes, elles sont plus ou moins létales. D'accord. Et donc, on va retrouver les outils agraires. Donc, par exemple, la machette, qui est un outil, voilà, c'est pour couper dans le champ. Voilà, c'est un outil. On va avoir aux Philippines, par exemple, des bâtons de différentes densités. C'est-à-dire que le rotin, c'est un peu le truc un peu soft, mais derrière, on sait qu'il y a d'autres bâtons beaucoup plus durs qui font beaucoup plus mal, donc plus efficaces. Le couteau, des armes à feu légères, soit pour la chasse, mais aussi pour la défense, et notamment si on est dans des coins isolés, hostiles, où il n'y a pas beaucoup de forces de sécurité, où c'est un peu chacun qui doit rester vigilant sur sa sécurité. Et là, on voit que dans cette self-défense civile, le main nu peut devenir prépondérant à partir du moment où on interdit aux civils d'avoir des armes. Mm-hmm. S'il ne peut pas avoir des armes, effectivement, ça va être son main nue qui va lui servir d'arme. Et où on lui dit aussi, mais t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'avoir des armes parce que de toute façon, on a la police qui te protège et puis on a le système judiciaire qui va aussi te protéger via les peines encourues si tu te fais agresser. D'accord. Et du coup, comment est-ce que sont diffusées un petit peu ces techniques de combat? Je vais y venir, mais juste pour préciser que pour l'agresseur, lui, dans un système de temps de paix avec, je dirais, une police et un système judiciaire, on va se dire que lui, il va plutôt avoir des armes transportables, discrètes, bâton, couteau, pistolet, main nue, et il va jouer aussi sur l'effet de groupe. C'est-à-dire, c'est des bandes qui vont venir à main nue, mais l'effet de groupe va constituer une arme. Alors, comment ça se diffuse? Donc là, c'est un petit schéma, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est juste pour qu'on le sache. Donc pour moi, si on part de systèmes élaborés, donc on voit que le justificatif à l'origine, c'est la guerre, et donc on a des guerriers qui vont transmettre sur le bloc police, parce que on peut se dire qu'à une époque, les guerriers, c'était aussi les policiers, et qu'ensuite, ça s'est un peu scindé. Et des policiers vers les guerriers, on peut avoir une transmission vers les civils, notamment quand, au sein d'une famille, quand un guerrier ou un policier se retire et qui peut à un moment donné aussi enseigner aux civils ses connaissances. Mm-hmm. On va avoir aussi au sein des civils, à un moment donné, ça va se transmettre au sein des civils. Les civils vont enseigner aux civils.
Et on peut aussi avoir des civils qui réenseignent aux guerriers ou aux policiers parce qu'ils ont une connaissance qu'ils ont été à acquérir quelque part et qui peut intéresser une armée ou un policier. Donc voilà, c'est un peu schématiquement cette retransmission. D'accord. Du coup, est-ce que tu as des sources, est-ce qu'on a des sources, tu as réussi à trouver des choses pour sourcer un petit peu l'historique, un petit peu tout ce que tu nous dis? Alors les sources, si on veut un peu regarder au niveau des arts martiaux philippins comment a évolué l'art de la guerre, puisqu'on part du principe que Ouais. c'est un peu le démarrage. Donc par exemple, on a la fameuse bataille de Mactan. Ah, mais oui, qui est sur toutes Voilà. les, normalement sur tous nos frontons dans nos clubs d'AMP. Voilà, donc on sait qu'il y a eu la bataille de Mactan où le chef tribal Lapu-Lapu a tué Magellan. Donc voilà, là je vous ai mis une traduction, c'est une traduction qui date du 19e siècle. On sait qui a pris la photo, là? Non, c'est un tableau, mais qui est censé s'appuyer sur les exemplaires, puisqu'on a des exemplaires d'origine, hein, on a des exemplaires du XVIe siècle qu'on a conservés. Et juste pour dire qu'à un moment donné, quand on voit que dans la chronique de Pigafetta, on voit voilà, leur bouclier formé d'aies assez minces, donc là on parle de bouclier, muet de lances de roseaux, de pieux durcis au feu, de pieds et même de la terre, donc là on voit hein, des lances, des pieux. Ils dirigèrent plus que vers nos jambes leurs flèches, leurs lances et leurs pierres. Et ensuite, il y a l'un d'entre eux lui asséna un si grand coup de sabre sur la jambe gauche. Donc voilà, donc on voit quand même qu'en 1521, on a effectivement ces fameuses armes qui sont là et qui peuvent nous renseigner sur à l'époque quelles armes on utilise pour aller à la bataille. Alors ensuite, on a un autre manuscrit, on a un manuscrit, le manuscrit de Mali, le Codex Boxer. Donc ça, c'est 1590. Donc il y a des illustrations sur des groupes ethniques aux Philippines. Donc là, on voit du bouclier, de la lance, du couteau, de l'arc, du sabre, qui servait aussi pour la chasse. Ouais. Et en bas, on a des autres groupes ethniques, toujours dans le Codex Boxer, des îles Moluques, Célèbes et Java, où là, on voit un arquebuse, un sabre, des sabres, lance et bouclier. On voit quand même qu'à cette époque-là, ce sont les armes à disposition et c'est sans doute les armes qu'on utilise pour aller à la guerre. Ouais. Donc l'art de guerre philippin, il est dans ces images-là, il n'est pas dans autre chose. Derrière, par exemple, en 1926, les Grigor Plates, où là, ils ont été cherchés au début du XXe siècle, ils ont rassemblé une collection d'armes qu'ils ont trouvées dans différents endroits des Philippines. Donc on voit quand même que on tourne un peu en rond, c'est-à-dire qu'il y a du bouclier, du tir à l'arc, des sabres, des petits couteaux, des armures. Donc ça, c'est l'art de la guerre, c'est ce qu'ils retrouvent pour aller à la guerre. Et si on regarde au 19e, 20e siècle, on voit que finalement, l'art de la guerre aux Philippines, ça devient l'art de la guerre, je dirais, dans tous les pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se passe avec des armes à feu. On voit quand même qu'il y a toujours cette notion de machette, de sabre. Voilà, par exemple, en bas à gauche, on a des Philippins qui étaient dans l'armée coloniale espagnole, qui ont des sabres de cavalerie. Hein. Ça, c'est les sabres espagnols. Ouais, et on voit les armes à feu. Et donc, voilà. Donc, tout ça pour dire que quand on parle d'art guerrier dans nos pratiques, je veux dire, on parle de quelle guerre? Et est-ce que c'est ces armes-là, sachant qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas ces armes-là dans notre pratique. Donc la notion d'art guerrier, etc., elle est assez à relativiser. Et il y a un phénomène qui se produit à partir du XXe siècle, à peu près, moi je suis à peu près à les années, on va dire, 50-60, où il y a la popularisation des arts martiaux. Donc il y a toujours, bien sûr, cette notion de se protéger, mais aussi, c'est tout le débat qu'on va lancer et sur lequel on va venir essayer d'apporter des réponses. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup Stéphane sur cette présentation, ça fait du bien. D'ailleurs, moi ça me donne des envies, je ne sais pas toi et je ne sais pas vous, mais de compter un peu l'histoire des Philippines. Mais bon, ça sera dans une autre émission. Des réactions, messieurs, sur ce que vient de dire Stéphane? Alors, avant qu'on rentre dans le débat, évidemment. Alors personnellement, on a perdu. On m'entend? Ouais. Oui. Ouais. Non. Ah,
Michel, on t'entend, mais c'était figé. Pablo, Pablo, est-ce que vous m'entendez en attendant que Michel puisse s'exprimer? vas-y. Moi, ce que je trouve très Alors, important, c'est que c'est personnellement, extrêmement. Alors attends. j'ai une Oui, petite Michel, alors remarque à attends. faire de gendarme. Non, on l'a perdu. Ah, mais tu as une faible connexion, Michel. Oui, voilà. Donc, je voulais faire remarquer que la transposition armes, comment dire, armée, police, etc., appelle les gendarmes, qui étaient autrefois les gendarmes, Oui. c'est-à-dire des guerriers qui étaient mandatés pour faire la sécurité, pour faire la police par un seigneur. Donc, du coup, on a Ah, par vraiment cette contre, technique ouais. de police. Ah, on te capte assez mal, Michel. Et je ne sais pas si tu as la possibilité d'avoir plus de débit dans ton Wi-Fi ou autre, mais Pas du tout. on te perd et on te capte un petit peu. Peut-être baisser, alors désolé, hein, mais baisser la qualité de ta vidéo, peut-être. Alors, je ne suis pas du tout compétent pour ce genre de choses. Donc, je ne sais Alors, Ah, mais c'est bon, là, on t'a retrouvé. on t'a retrouvé en tout cas. Pablo, tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que ça me paraît très, très important de contextualiser les choses. C'est pas du tout la même chose être un guerrier, un soldat, encore être quelqu'un des corps d'élite ou la sécurité du Seigneur en étant noble, en ayant une charge nobiliaire, en ayant le temps de s'entraîner, que dans le XXe siècle, dans nos sociétés policées, où ce qu'on appelle arts martiaux, c'est, pour moi, personnellement, c'est tout autre chose. Mais vraiment autre chose parce que même s'il y a des continuités en termes de système, des logiques, des mots, si on parle des arts martiaux japonais, etc., il y a un héritage, mais pour moi, Mmh. sociologiquement parlant, c'est autre pratique. Et je reviendrai tout à l'heure, mais pour moi, la contextualisation, elle est super importante. On a l'habitude de se rêver samouraï ou lapu-lapu, mais on n'y est pas. Donc, voilà. Je Ouais. pense que savoir d'où ça vient, mais contextualiser les choses, c'est super important. Alors, justement, on se pose une petite question. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est. Attends, je vais essayer de récupérer la caméra. Voilà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est les objectifs justement de la self-défense et des arts martiaux, est-ce qu'ils sont les mêmes? Ou en quoi est-ce qu'ils diffèrent? Qui veut répondre? Je laisserai Michel. Michel démarrer, mais est-ce qu'on l'entend? Michel, vas-y. Alors, pour moi, en fait, arts martiaux, arts guerriers et self-défense, c'est un peu la même chose. Mais comme l'a dit Pablo, c'est une question de contextualisation. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut pas enseigner à des élèves qui viennent juste pratiquer une activité sportive. On peut leur parler d'art guerrier, on peut leur parler de self-défense, mais ce n'est pas forcément ce qui les intéresse. Mais par contre, on peut avoir soi-même une pratique qui va naviguer entre ces trois différentes manières d'aborder la chose. Pablo, qu'est-ce que tu penses des objectifs en fait de la self-défense et des arts martiaux? En quoi est-ce qu'ils se recoupent? En quoi est-ce qu'ils sont différents? Moi, si je repars très à terre de ce qui se passe dans nos clubs, et pas tellement dans ce qu'on réfléchit ou dans les DVD ou dans les écoles, mais ce qui s'est fait dans les villes, dans les dojos, pour les communs, pour les citoyens communs. En général, les gens qui font des arts martiaux sont très axés soit sur l'axe sportif, soit sur l'axe technique. Et en général, si on laisse de côté les Krav Maga ou les Penchak, en général, judo, karaté, taekwondo et compagnie, qui est le plus massif et qui s'appelle aussi art martial, sont très peu axés sur la self-défense. Même si toutes ces compétences des combats sportifs sont utiles en gestion des stress, des distances, des frappes, du corps à corps, un lutteur, etc., les sports des combats, bien sûr, c'est des compétences très utiles, mais l'axe, ce n'est pas un axe self-défense.
tandis que certaines disciplines les font exclusivement. Donc, bien sûr, il y a discipline même des arts martiaux internes. Il y a du tai chi des combats. Et un expert de Wing Chun serait redoutable dans les corps à corps. Néanmoins, les pratiquants lambda viennent d'un club avec des copains, des gens sympathiques et agréables, ça fait groupe social. On transpire ensemble, on apprend des techniques, on développe des compétences physiques. La dimension psychologique, souvent, elle est très pauvre. Voilà, donc de ces points de vue, je pense qu'il y a des différences entre quelqu'un qui va apprendre à combattre en situation réelle, parce qu'en termes professionnels, ça fait partie de sa formation, et l'honnête citoyen qui, 2 fois par semaine, pendant 1h30, va s'entraîner. D'accord. Alors, est-ce que les deux nous ont dit contextualisation. On pouvait avoir une pratique, on pouvait regrouper tout ça au sein d'un même club, si ce n'est que la différence, c'est la contextualisation. Est-ce qu'on pourrait définir les caractéristiques? On va démarrer d'abord par la self-défense. Les caractéristiques, qu'est-ce qui caractérise la self-défense, que ce soit dans le programme technique, dans la pédagogie, dans la façon de raisonner l'apprentissage ou la pratique. Si on devait sortir comme ça, sans forcément les détailler chacune, quelques grosses caractéristiques de la self-défense d'un point de vue pratique, enseignement, raisonnement, etc. Qui veut prendre la main sur la question? Moi, je peux répondre. Alors, attends, il y a Michel. On va donner la parole à Michel et on va revenir sur toi, Pablo. Alors, pour ma part, j'ai donné des cours de self-défense, notamment à des femmes. Et quand on enseigne de la self-défense, en fait, il ne faut pas avoir la prétention d'enseigner un système. Il ne faut pas enseigner l'art martial ni l'art guerrier. C'est-à-dire qu'il faut penser à des mouvements réflexes et il faut penser à des attitudes psychocorporelles qui font que ça peut éviter des agressions. Et les mouvements réflexes sont là pour aider à ne pas subir l'agression si elle arrive. Donc, du coup, il faut des mouvements, des réflexes pour ne pas prendre le coup, pour ne pas se laisser attraper, notamment pour les femmes, pour éviter de se laisser jeter par terre, voilà, il faut savoir se débrouiller pour pouvoir réagir très vite avec quelques mouvements de frappe, de poussée, de réaction vive et sèche pour pouvoir s'enfuir ensuite. Voilà, donc en fait, il faut avoir un corpus relativement simple et accessible à toute personne, contrairement à un art martial où on travaille sur le long terme. Et avec sans doute un corpus un peu plus étoffé, plus étendu, plus complexe en fait. Pour l'art martial et pour l'art guerrier, oui, bien sûr. Pablo, sur toi, ton avis sur les quelques caractéristiques de la self-défense? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit Michel. Moi, je dirais que la self-défense, telle qu'il se pratique habituellement, il y a un travail un peu d'athlétisation de base. L'objectif, c'est éviter ou fuir, pas tuer, pas gagner. Ça, c'est très important, c'est un autre univers. Et en général, il y a un travail technique simple, mais sur des situations standards, caractéristiques. Si on m'attaque comme ci, je réponds comme ça. On essaye de figer étranglement des faces, latéral, arrière, en proposant une ou deux solutions simples. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement. Pour moi, c'est insuffisant. Parce que personnellement, pour moi, le plus important dans une self-défense vraiment réfléchie et engagée, mais je ne suis pas sûr que tout le monde accepte de faire ce travail. C'est un travail de mise en situation où justement la dimension peur, stress, angoisse et incertitude doit être importante. Et donc, il y aurait la self-défense habituelle, qui est très bien par ailleurs, style Krav Maga. Les Krav Maga a beaucoup mis un coup de pied dans les tableaux et a obligé les autres clubs et les autres arts martiaux à faire une proposition similaire.
Avant, vous rentrez dans un club d'art martial et jusqu'à la ceinture noire, il fallait aller aux premières dames, deuxième dame pour un couteau ou un bâton. Donc, l'entrée du Krav Maga dans l'enseignement, je ne parle pas dans les systèmes en tant que tels. Michel peut en témoigner, il y a des systèmes qui ont une variété énorme de techniques d'armes, mais dans l'enseignement codifié, dans les programmes en Occident, généralement, c'est très tardif la dimension réaliste ou des armes. Donc, la self-défense, c'est des situations plus ou moins codifiées d'agression type, des réponses simples où l'objectif, c'est avoir les moins de dégâts et sortir vivant. D'accord. Donc, en gros, ouais, je te laisse, Gaston, vas-y. Oui, excusez-moi, j'ai juste une petite question. Enfin là, j'ai plusieurs questions déjà, donc c'est bien, vous suscitez des questions et des réflexions, messieurs. La toute première, c'est de Louis-Philippe, que l'on salue. Salut Louis-Philippe. Qui nous pose la question en fait de la contextualisation par rapport à la culture en fait, et il prend l'exemple des États-Unis où la self ne se conçoit pas sans armes. Donc il y a une différence en fait. On pourrait même dire déjà, on pourrait parler de self qui n'est pas la même en France, à l'international. Quelqu'un veut répondre? Michel? Alors, il est évident qu'on ne conçoit pas la self-défense de la même manière si on est aux États-Unis et qu'on peut avoir une arme à feu sur soi qu'ici où le port d'armes est interdit à la majorité des citoyens. Donc, la self-défense doit forcément, en France, avoir une composante essentielle en menu pour deux raisons. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des armes, ni armes à feu, ni armes tranchantes, normalement. Et comment dire, et aussi pour j'ai oublié mon fil, excusez-moi. Ah. Voilà. Eh ben, écoute, pour ça, et à la fois parce que, en fait, quand on sort de chez soi, quand on est un kidam, on sort de chez soi, on va se promener. Ou quand on est une femme qui rentre le soir après le bureau, eh bien, si on est agressé, on n'a pas le temps de sortir une arme. Il y a un effet de sidération qui existe même chez les personnes expérimentées. Je l'ai expérimenté moi-même sur le terrain. On a toujours un moment de surprise et donc on n'a pas le temps de sortir une arme. Donc il faut savoir se défendre à main nue ici en France. Ouais. J'ai une autre question aussi. Alors, désolé parce que comme il y a des questions, j'en profite. C'est pas une question, c'est plutôt une affirmation de Émeric Trémac, que l'on salue aujourd'hui ici aussi, et qui parle, lui, des mouvements réflexes, qui pour lui sont impossibles à acquérir. Les réflexes relèvent de l'inné. Là, je poserais plutôt la question à Pablo, avec ton expérience aussi de l'Arnès Diablo, puisque dans le sous-titre de l'Arnès Diablo, il y a Instinctive Knife Defense. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est une bonne question. La question réflexe, il faudrait voir comment on la pense, mais quand on travaille beaucoup des mouvements, par exemple dans les arts martiaux, au judo et les autres, où on répète inlassablement de mouvements, il y a des moments où on n'a pas besoin de penser, de réfléchir. Dans une situation donnée, les mouvements, presque je dirais par une intelligence corporelle, vont apparaître. Mais ce type de réaction réflexe sont durs à intégrer. Ça suppose beaucoup d'entraînement. Donc ça je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense lui, mais on peut automatiser certains types de réactions. Maintenant, la difficulté, c'est pas seulement la réaction technique, mais c'est que ça soit pertinent dans un contexte qui n'est pas les dojos, dans un contexte géographique matériel qui peut être variable. Est-ce que j'ai bien interprété la situation d'agression? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que j'ai mis un nippon sionage à quelqu'un dans un balcon et il finit 12 étages en bas? Ou est-ce que c'était une embrassade un peu lourde de quelqu'un alcoolisé? Donc, les réflexes, c'est surtout à niveau physique, ça peut se travailler. C'est pour cela que les Krav Maga, par exemple, travaillaient beaucoup sur des mouvements. La technique à travailler était proche de ce qui sort naturellement, même en situation de surprise. Je ne sais pas si ça répond à ce que
Bah, l'ami Trémac. c'est C'est une réponse. c'est ta réponse, oui, tout à fait. Stéphane, excuse-moi, je te laisse la parole. Ouais, non, juste pour à ce stade, peut-être légèrement résumer l'échange qui vient d'avoir lieu sur les caractéristiques de la self-défense, parce que je pense que c'est important qu'en sortie du live, les gens qui avaient peut-être une idée de la self ou pas d'idée de la self puissent retenir certains éléments. Donc moi, ce que je retiens des échanges entre Pablo et aussi ceux de Michel, c'est que la self-défense, donc, on voit bien qu'elle est contextualisée, donc c'est-à-dire qu'elle est contextualisée à la fois sur une dimension géographique, comme on l'a dit, la self-défense dans un pays comme les États-Unis n'est pas forcément sur les mêmes thématiques que la self-défense en France. Il y a l'aspect légal, on ne peut pas faire ce qu'on veut, donc on est obligé aussi d'intégrer cette dimension dans la pratique de self-défense. Il n'y a pas de permis de tuer, on n'est pas sur le champ de bataille, donc là il y a quand même dans la construction du système cet aspect à intégrer. On voit, j'entends aussi que le corpus technique est plutôt simple, que l'objectif c'est pas forcément, je dirais la technique, c'est plus une espèce de boîte à outils pour pouvoir, par exemple, partir. Si on arrive à partir, ben, on a fait de la self-défense. Ce n'est pas forcément d'aller au bout du combat si on peut faire autre chose. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un peu ces quelques lumières pour se dire, voilà, si je qualifie ma pratique de self-défense, est-ce que je retrouve ces éléments-là qui sont des éléments qu'on retrouve dans beaucoup de systèmes modernes de self-défense? Parce que si je ne les retrouve pas, bah, j'ai une self-défense qui est peut-être un petit peu inadaptée ou en tout cas qui n'est pas complète. Voilà, donc à ce stade, moi, ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est dans les échanges qu'on vient d'avoir, de bien avoir en tête ces caractéristiques de la self-défense si à un moment donné, on veut, sur sa propre pratique, voilà, savoir à peu près où on est ou si on veut y aller, comment il faut y aller. Voilà. Gaston, je te redonne la parole. Bah, non, mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je dirais que là, il y a une idée, puis qui ressort aussi des commentaires de Facebook en ce moment, et merci beaucoup de les faire en direct. Il y a une idée de fonctionnalité, de pratique, d'efficacité dans la self-défense. Ma question, c'est, du coup, est-ce qu'il y a cette même idée-là dans les arts martiaux philippins en plus, hein, je précise, puisque c'est le thème de notre débat. Michel, est-ce qu'on peut les opposer aussi simplement que ça? Self-défense, arts martiaux philippins? Non, parce que, en fait, j'aimerais revenir sur la notion de mouvement instinctif. Oui. Le mouvement instinctif, et il y a le rapport avec les arts martiaux. Le mouvement instinctif, qu'est-ce que c'est? Essayer de gifler un enfant, il va tourner la tête ou il va monter les bras. Essayer de saisir quelqu'un, le premier réflexe, ça va être d'essayer de se dégager. Après, ça, ce sont des mouvements réflexes. Ouais. Après, l'intérêt, c'est de travailler sur ces mouvements réflexes pour les rendre plus performants dans une situation d'agression. Et après, il faut aussi avoir des techniques acquises et que l'on greffe sur ces mouvements de réflexes afin que les techniques acquises deviennent aussi des mouvements réflexes. Si on essaie de créer un mouvement réflexe qui ne correspond pas à la nature humaine, on arrivera à un art martial qui sera un peu déconnecté de la self-défense et qui sera aussi déconnecté des arts guerriers, parce que si on enseigne quelque chose qui ne correspond pas à la nature, ça ne va pas sortir, en tout cas pas correctement. Ouais. C'est mon avis là-dessus. Oui, non, c'est très juste. Et donc, Pardon. si tu veux dire quelque chose, Pablo? Non, juste par rapport au point préalable, je te suis entièrement sur ce que tu dis et ça permet de l'éclaircir. C'est tout à fait ça. Non, juste sur l'idée que la self-défense, pour moi, c'est pas un espèce de programme réduit ou appauvri du champ extrêmement large des techniques des systèmes guerriers. Il a sa propre complexité qui est liée à un contexte différent. Et notamment la question du travail sur les émotions, c'est fort complexe et très difficile. Et ça requiert beaucoup de compétences pour amener des personnes à traiter son rapport à la peur, son rapport à l'angoisse, et même réveiller des situations traumatiques
qui forcément vont se réveiller en cas d'agression. Donc, on est dans un champ qui est d'une très, très grande complexité si on va au-delà des je réponds à un coup de poing comme ci, je réponds à un ceinturage comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien sûr extrêmement entremêlées, mais ce n'est pas tellement self-défense ou arts martiaux, c'est quel est le contexte dans lequel je vais travailler quelque chose. Je vais travailler en art martial, ça dure des années, ça peut me transformer profondément, mais c'est un chemin d'un engagement, si on veut aller loin, très important. Ce n'est pas un cours par semaine. Là, on apprend quelques techniques, c'est bien pour la santé, mais c'est un chemin court. Pour la self-défense, c'est pareil. Je peux faire une année de Krav Maga et dire je sais esquiver ou sortir d'une prise de cheveux, mais si on veut vraiment travailler son rapport à la peur, à l'angoisse et à des dimensions traumatiques, c'est un chemin bien plus long. Michel? Alors, bon, les gens ne le savent pas, mais je suis aussi psychosociologue. Okay. Eh bien, maintenant, ils le savent. Maintenant, ils le savent. En fait, pour moi, le travail, l'enseignement, que ce soit des arts martiaux, des arts guerriers ou de la self-défense, se base sur les mêmes choses. C'est-à-dire que il faut apprendre à prendre de la distance avec ses peurs. Il faut apprendre à gérer ses peurs, ses angoisses, que ce soit les angoisses liées à la violence ou de l'image que l'on donne de soi, etc. C'est-à-dire que l'apprentissage, que ce soit de l'art martial, de l'art guerrier ou de la self-défense, s'appuie sur le même état d'esprit, c'est-à-dire savoir réagir, savoir être efficace. La seule chose qui change pour moi, je parle lentement pour être sûr qu'on me comprenne. Hein, pardon. Tout va bien, tout va bien. La seule chose qui change pour moi, c'est la contextualisation des cours que je donne. Quand je fais une formation instructeur, je fais une formation instructeur. Donc, du coup, je donne à la fois des éléments techniques et psychopédagogiques. Quand je fais une formation, quand je donne des cours normaux, j'enseigne de la technique et j'apprends à se positionner dans l'espace physiquement et je parle de l'espace psychologique, mental, émotionnel en même temps. Quand j'enseigne de la self-défense, j'enseigne la même chose. La seule différence, c'est qu'en self-défense, j'ai moins de temps puisque les gens sont là pour apprendre assez rapidement. Et donc, du coup, je m'appuie plus sur des mouvements naturels que des mouvements travaillés. Vous voyez, par exemple, je ne vais pas apprendre à faire un spinning round kick à quelqu'un qui vient faire de la self-défense. Okay. Mm-hmm. Alors, bon, il y a beaucoup, c'est presque impossible pour moi de lire tous les commentaires que suscitent vos interventions. Je vais quand même essayer d'en reformuler quelques-unes. Donc, il y a beaucoup de personnes, donc François Guerrieri, qui était notre invité il y a 2 semaines, qu'on l'on salue, nous parle aussi de la simplicité, en fait, de la self-défense, qui pour lui, en fait, ne serait pas, j'essaie de vulgariser un peu ce que tu dis, François, serait plus une chorégraphie, une attitude dangereuse. C'est plus complexe que ça, donc là, en ça, il vous rejoint. Il y a Philippe Nicolai aussi, du Chambara Fontenay, que l'on salue aussi, qui fait un très bon résumé aussi des jutsu. Donc, je vous invite à lire aussi ça, parce que pour moi, ça ne va pas être possible de tout reprendre et de reprendre en mode compact. Néanmoins, il y a la partie aussi chorégraphiée de Arnaud Duquesroy, je salue aussi, qui parle d'agression chorégraphiée, c'est-à-dire, alors je présume, c'est-à-dire qu'on va mettre en scène cette agression. D'accord? Donc, comment ça se passe au niveau self-défense? Ça paraît souvent plus clair, en fait, hein, le couteau, la chose comme ça, alors que dans un cours d'arts martiaux philippins, on ne va pas forcément travailler selon des scénarios préétablis. On va développer des techniques, des aptitudes, des choses comme ça. Est-ce que la question du scénario, plus au-delà de la chorégraphie, Arnaud,
la question du scénario est évoquée dans les arts martiaux philippins et comment est-ce qu'elle est évoquée dans la self-défense? Moi, ce que je pourrais dire, ça résume à mon expérience qui est relativement courte dans les arts martiaux philippins, des 5 années. Je commençais par l'INAIAN, où il y avait un travail extrêmement intéressant avec une grande richesse technique et beaucoup de variabilité des compétences. Mais il n'y avait pas de scénario vraiment guerrier. En tout cas, c'était très lié à l'acquisition des compétences techniques. Je ne sais pas si Louis-Philippe sera d'accord, mais voilà. Tandis que dans la self-défense, on commence par des mises en situation, comme dirait François, très chorégraphiées, très simples, mais si ce travail n'inclut pas des situations de désordre, des situations de surprise, des mises en stress, ça sera forcément un travail incomplet. D'accord. Michel? Alors, pour ma part, art martial, art guerrier ou self-défense, on est toujours obligé de scénariser. Alors, la scénarisation ne veut pas dire obéir à des canons stricts. La scénarisation, c'est dire, par exemple, si je donne un cours de simple bâton et que je fais travailler sur les angles 1-5 et que je fais faire un sweep avec un contrôle et une frappe, c'est ce que je fais faire à mes élèves débutants, eh bien, je vais d'abord les faire travailler dans l'ordre, et puis après, je vais les faire travailler sur des déplacements différents, et puis après, je vais faire des attaques, les mêmes attaques, mais dans l'ordre que choisit le partenaire. C'est-à-dire que là, il y a une demande d'adaptation de l'aléatoire, donc une scénarisation au départ qui finit par de l'aléatoire. Quand j'enseigne de la self-défense, j'enseigne de la même manière. Si je travaille des angles au couteau, eh bien, je vais, par exemple, un numéro 1 en piquable, c'est-à-dire en pique comme ça. Je vais d'abord faire travailler, j'attaque un peu large. Je vais ensuite faire travailler, j'attaque un peu plus serré. Et puis après, j'attaque en changeant de garde, etc. Je montre des parades, des esquives ou des sorties différentes. Et je laisse l'élève se débrouiller avec ça. C'est-à-dire que je scénarise et après, je mets tout de suite de l'aléatoire. Donc, arts martiaux, art guerrier ou self-défense, pour moi, la base de travail est la même. Encore une fois, la seule différence pour moi, c'est le volume technique je mets plus important dans les arts martiaux que dans la self-défense. Alors, je voudrais, Stéphane, tu as une question ou pas? Sinon, je passe une petite vidéo. Passe la vidéo et après, moi, je voudrais qu'on aille, on a été sur la branche self-défense, qu'on revienne un peu sur la branche art martial. Oui. La vidéo. Alors, c'est une petite vidéo que j'ai retrouvée. Attendez 2 petites secondes. Je vais essayer de la passer. Voilà. Donc, je précise que Michel, Pablo et Stéphane la voient plus tard. Hello and welcome to Boss Ruden's lethal street fighting self-defense system. Let me tell you first that I've been around. I've been a bouncer for many years and I've been fighting in the ring, as you know. So I know my things. Now, I was standing like this and talking to the guy and suddenly, boom, a headbutt. Bang, follow up with a headbutt, boom, knee to the head, and look what we got here. Smack his face. Now this is a very dangerous weapon right here. This is where they put the receipts on. Boom, right elbow, bang, right straight. Maybe now the headbutt comes. Knee to the face, elbow to the groin, grab him. Look, sir, I really don't want anything of this. And I go like this, and I slit your throat, and it's over and out. Bang, right elbow, boom, left straight, kick to the head, boom, bang, 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 boom, step. His own knife here in the liver. Drop. Utiliser des armes, I'm sorry. Bang, bang, bang. No, I'm not. Bang, bang, bang. Improvisé, merci beaucoup Stéphane. Des armes improvisées. Voir là, il vient de sortir un couteau, on peut penser qu'il est dans un état aux États-Unis qui autorise certains types de lames. À un moment donné, une séquence où il a un couteau. C'est tout à fait possible, effectivement. Donc après, moi je me souviens très bien de la salière, de l'épisode de la salière qui était absolument rigolo,
où il mettait la salière et la poivrière dans la tête de l'autre. Alors, c'est tout à fait anecdotique, hein, cette vidéo, c'est pas pour la commenter, mais ce qui me semblait intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle a l'air complètement hors arts martiaux, c'est-à-dire dans une certaine tradition, parce qu'on n'a peut-être pas assez insisté, mais qu'est-ce que nous apportent les arts martiaux ou comment est-ce qu'on les voit, qu'est-ce qu'ils ont développé? Il y a toujours une partie, et beaucoup de gens l'ont souligné, Philippe Nicolai, reposant sa question, parlait des katas, justement, des katas et de la nécessité d'être collé voilà, à la tradition, peuvent nous apporter le côté un petit peu peut-être spirituel, arts martiaux internes. Et là, dans cette vidéo de Bas-Rutten, on est complètement dans la bagarre de bail, totalement ailleurs, quoi. Excuse-moi, mais j'ai quasiment rien entendu, en fait. Ah. Il faut que tu coupes ton live, que tu restes Jitsi et que tu coupes ton live. Le son de ton live. Mais le son de mon live est complètement coupé. Oh bah très bien, alors. Alors c'est bon, là, maintenant. Alors maintenant, oui, mais pendant que tu passais la vidéo, je n'entendais quasiment rien. En fait. Grosso modo, je te résume, Michel. Je parlais de cette vidéo parce qu'elle était... attends, mais en fait, tu as remis le son du live. Tu es sur Facebook en même temps? Oui, mais je n'ai pas remis le son du live. Eh bien, tu coupes le Facebook plutôt. Éteins la page. Peut-être c'est repris. Facebook, voilà. Peut-être c'est ça, c'est mieux. Je sais pas. Ça n'a pas changé. Vas-y, on continue. Ça n'a pas beaucoup changé. Bon, c'est pas très grave. C'est simplement pour parler un petit peu de self-défense, d'une self-défense qui serait sale, même. On peut parler de self-défense sale. Et même dans l'imagerie qu'on peut avoir et dans l'identification que nous, on peut avoir par rapport à nos pratiques, est-ce que on a envie de s'identifier à quelqu'un qui va attaquer un autre dans un bar avec une salière et de manière assez sauvage, ou on reste aussi dans un côté folklorique, traditionnel, chorégraphié, des arts martiaux philippins. Alors, je commence. Bien. Pour ma part, travailler avec une salière en situation de self-défense, si je n'ai pas le choix, je le fais. J'utilise les murs, j'utilise les arbres, j'utilise n'importe quoi. Si on est dans un café, il y a des chaises, je vais essayer d'utiliser les chaises pour gêner les mouvements de l'autre. Et peut-être, si je me sens vraiment en danger, peut-être prendre une chaise pour l'utiliser. C'est de pire en pire ta connexion, Michel. Écoute, franchement, je ne sais pas quoi faire. Non, il y a quelque chose qui... Est-ce que tu peux mettre un casque en attendant coller un casque et Pablo, on te donne la parole. Est-ce que cette vidéo de self-défense t'inspire? Bien sûr qu'elle m'inspire parce que j'aime beaucoup ce qu'a fait Bas-Rutten sur cette vidéo. Je reviens à ce que j'ai dit tout au début. Il y a des pratiques sociales qui proposent des images, comme tu dis, d'identification. Les parents envoient les enfants au judo parce que ça fait plutôt gentil, ou l'aïkido, etc. Les arts martiaux asiatiques jouent sur des images légendaires dont très peu de personnes s'engagent vraiment dans la voie, à proprement parler. Donc, parce que ça requiert un engagement extrêmement poussé. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait un choix des figures d'identification dans nos sociétés multiples. Les gens qui veulent travailler du bas des gloucles et se cogner sur la gueule main nue, ils sont prêts à payer les prix, c'est bien. Si on veut faire du tai chi ou tai chi du combat, parce que ça correspond à ce concept, ça me paraît très bien. Et je dirais, par rapport aux arts martiaux philippins, qui me paraît une proposition très intéressante, c'est qu'on démarre par les maniements des armes, à différence de la plupart d'autres arts martiaux. Et l'idée de l'arme, elle n'est pas dénouée ou décontextualisée du corps à corps ou de main nue. Par exemple, j'ai fait du Shambara, on n'y va pas au corps à corps, on ne fait pas un balayage, on ne donne pas un coup de coude quand on est tout près. C'est sportif, il y a des règles sportives. Même si à l'origine, les Shambara étaient une self-défense, même dans les milieux policiers.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt une pratique sportive de discipliner l'esprit, discipliner les rapports à l'autre. Et les dojos, c'est un lieu marqué par le respect. Les situations des rues, les pires, où la situation se dégrade, il n'y a plus de respect. Donc, les contextes sont très, très différents. Donc, il faut savoir si je cherche un club pour apprendre dans un climat cordial à suivre, apprendre un système, ça met des années, ou si je me prépare dans une situation où j'écrane des situations, des combats urbains, ou parce que j'ai fait ces métiers, je suis portier des boîtes de nuit, il faut que j'ai une boîte d'outils qui marche dans des bousculades, etc. Donc, voilà, les arts martiaux philippins, pour finir, pour ne pas trop prendre la parole, j'ai beaucoup apprécié la richesse technique, l'effet de pouvoir faire main nue, couteau, bâton et tout dès le début, et pas attendre des années pour découvrir ça. Et cette idée qu'on peut, selon les professeurs et les styles, être dans un travail très, très de self-défense, très axé sur des situations de la vie réelle. D'accord. Stéphane? Ouais, alors, moi, je voudrais revenir sur la notion d'art martial, parce que là, on a beaucoup parlé de self-défense. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui d'une manière globale ou générale quand on va vers un art martial, quand on va vers nos pratiques des arts martiaux philippins? Qu'est-ce que ça va apporter que n'apporte pas la self-défense, ou qu'est-ce que ça travaille que ne travaille pas la self-défense? Parce qu'on a vu, bon, la self-défense, ça apporte ci, ça. L'art martial aujourd'hui, qu'est-ce qu'il distingue, qu'est-ce qu'il définit et qu'est-ce qu'il va apporter? Messieurs, Michel, c'est revenu techniquement? Ah. Non, c'est pas revenu. Bon. Bon, en attendant, Michel, c'est toi qui parles. Je peux parler. Moi, je pense que ce qui apporte l'art martial, entre autres, c'est un fort groupe d'appartenance. Une famille. Les gens qui vont loin dans un art martial, ils reconstruisent une famille, un groupe d'appartenance, et par ces biais-là, une incarnation des valeurs que ces groupes promeuvent. Si c'est un art martial marqué par l'agressivité, par la force, ça va promouvoir ce type d'attitude d'identification. Et c'est un choix de vie, en quelque sorte, au sens que c'est une activité qui est prenante. On s'investit auprès d'un groupe, auprès d'une école, on accepte les contraintes institutionnelles, les ceintures, les danes. Ça vous donne une profession, un métier pour certains. Aujourd'hui, je dirais ça parce qu'on ne fabrique pas des samouraïs en faisant des arts martiaux. On ne part pas à la guerre. Moi, à différence de Michel, j'ai une vision qui n'est pas dans la notion de continuité entre ces dimensions, mais plutôt socialement, plus sociologique, je dirais, dans la notion des ruptures, plutôt des différences. Il faudrait différencier nos approches. D'accord. Alors, je vais voir si Michel, est-ce que tu es revenu? Non, tu n'es pas revenu, Michel. Bon, c'est bien dommage, mais il va se reconnecter dès qu'on pourra. On peut avancer aussi un petit peu, oui, Stéphane? Alors, ouais, non, juste redonner quand même à nos auditeurs. Dans art martial, il y a martial, donc c'est Mars, c'est le dieu de la guerre, etc. Donc on a toujours cette notion de combat. Et l'art, en fait, il peut être compris, à mon sens, de deux façons. La première façon, et qui est sans doute celle d'origine, à mon sens, bien sûr, c'est une notion plutôt de maîtrise d'habilité, c'est-à-dire que le combat devient un art à partir du moment où on a développé une espèce d'habilité presque surnaturelle de super-héros, et donc cette notion que pour atteindre ce niveau-là, il y a un travail comme pour la création, on va dire, d'une œuvre d'art, c'est-à-dire que ça devient un art en tant que tel, d'être capable d'atteindre un niveau de compétence dans le combat. Ça, c'est la première définition, donc l'habilité, la maîtrise dans le combat. Et la deuxième, à mon sens, qui a pu apparaître à un moment donné, notamment quand on a populisé les arts, ça pourrait être une idée d'un art au sens quelque chose d'esthétique, voilà,
visuellement, voilà, comme une œuvre d'art qu'on pourrait dire, oh, cette œuvre d'art esthétiquement est bonne. Et donc, pour moi, l'art martial, à un moment donné, il peut aussi attirer les gens par rapport à ça. C'est-à-dire, j'aime la technique, je trouve que c'est, je sais pas, il y a une esthétique de la technique, j'aime bien faire de la technique. Et c'est sans doute pas la version self-défense où à un moment donné, je pense que l'esthétisme n'est pas un critère. Self-défense, c'est pour moi une vision assez utilitaire, c'est-à-dire je viens pour apprendre à me défendre et point barre. Je viens faire mes séances, j'apprends. Alors que l'art martial, il y a effectivement, comme disait Pablo, c'est un chemin un peu plus long où à un moment donné, on va avoir aussi des objectifs de développement. Ça peut aller sur du développement spirituel aussi. Hein. On peut aussi s'engager dans l'art martial comme on s'engage dans une religion. Et donc, pour moi, l'art martial, il amène tous ces facteurs-là que la self-défense, pour moi, ne peut pas amener par définition parce que la self-défense, c'est quelque chose d'utilitaire. Je viens, j'ai peur de me faire agresser ou je me suis fait agresser ou dans mon métier, je dois côtoyer des gens qu'il va falloir que je gère. Et donc, je n'ai pas d'autre. Tu peux te décrocher du live et revenir dessus. Donc voilà. Je ne sais pas où on en est avec. Voilà, il y a Gaston qui essaie de résoudre. Tu raccroches et tu. Je vais juste regarder. J'ai une question intéressante. Ouais, vas-y, parle. J'ai réussi à regarder un peu les questions, notamment une des François Guerrieri, qui évoque fantasme et violence. J'ai le sentiment que pour une grosse partie des pratiquants, on a récupéré Michel. Attends, il ne faut pas que... Il y a un son qui double là, c'est très gênant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a le live. Attends. Oui. Est-ce que juste pour finir la phrase et donner la parole après à Michel, je crois que pour une grosse partie des pratiquants, pas pour tous, les arts martiaux ou self-défense a une fonction, ce qu'on appelle en psychologie contraphobique. C'est-à-dire que ça vient le rassurer automatiquement. Et pour une grosse partie, c'est important, ça rassure. Donc, Michel, avoir une attitude rassurée, c'est important. Ça aide à ne pas être mais je pense qu'il y a une fonction que j'appelle contraphobique, elle est prédominante. Et que dans beaucoup des dojos, on fait un travail incomplet. Il ne va pas suffisamment loin dans la mise au travail de nos inquiétudes profondes face à la violence. Très bien. Michel, on a récupéré Michel, je crois. Oui, je pense. Est-ce que vous pouvez vérifier que vous avez coupé votre live? Moi, j'ai coupé, oui, tout à fait. Non, mais coupez l'onglet. Je suis carrément sorti du Facebook, moi. Pablo, c'est pareil. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui l'écoute en même temps? Bah non, vous êtes sortis. Et vous n'avez pas un casque à poser? Moi, non. Dommage. Bon. Michel, moi, je voudrais juste... Attends, on a l'écho, là. Ouais, c'est pas très... je sais pas si Gaston arrive à nous régler le truc. J'essaye en même temps. Ouais, parce que là, c'est... Bon, là, ça va mieux. Oui, parce que c'est Michel, ça vient de toi, Michel. Alors, ouais. Alors, il faudrait que Michel rallume ton micro. Je te l'ai coupé, là. Est-ce que tu es dessus ou pas? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est mieux? Moi, j'entends, oui. M'entendez-vous bien? Ouais. Moi, j'entends bien, Michel. Ah, d'accord, ok. Yeah.
Ok, super. Ouais, Michel, moi je voudrais revenir sur la notion d'art martial et profiter du fait que tu donnes des cours privés. Et donc, quand on donne des cours privés, forcément, on a des demandes diverses et variées, on a une population diverse et variée, des attentes diverses et variées. Donc, toi, au jour d'aujourd'hui, quand les gens viennent te voir, voilà, ils viennent te voir pourquoi, et s'il y en a qui viennent te voir pour des demandes que toi tu assimilerais plus proches de l'art martial, voilà, est-ce que tu peux juste nous dire un peu ta population d'élèves, les attentes qu'ils ont, les besoins, et comment toi tu adaptes en fait l'enseignement si quelqu'un vient plus pour de la self ou l'art martial, on va dire philippin, qu'on connaît tous. Alors, en gros, j'ai 2 types de populations actuellement, hors confinement évidemment. J'ai des instructeurs d'arts martiaux qui viennent pour apprendre le kali. Pour certains, c'est le double bâton, pour d'autres, c'est le couteau, pour d'autres, c'est les mains nues, beaucoup moins les mains nues. Donc, cette population vient pour étendre leur panel technique. En gros, il n'y a pas de considération de self-défense au départ. Et j'ai une autre population qui est des cinquantenaires qui ont déjà pratiqué des arts martiaux, des sports de combat, et qui ont envie de trouver une méthode plus proche de leurs attentes en termes à la fois de méthodologie d'entraînement et aussi de compétences en self-défense. C'est-à-dire que cette seconde catégorie-là, en fait, elle cherche de la self-défense, mais elle cherche aussi une méthodologie d'entraînement qui convienne à des personnes qui n'ont plus 25 ans et qui ne sont plus des casse-cous. Ce sont des personnes, pour certains, qui sont un petit peu abîmées par la vie ou par le sport et qui ont envie d'avoir des méthodes qui les rendent plus performants dans les conditions d'âge que l'on a. D'accord. Et alors, quand quelqu'un qui serait sur une demande de self-défense ou plutôt des demandes de double bâton, etc., toi, fondamentalement, ta méthode d'enseignement, tu l'adaptes en fait. Elle n'est pas identique. La seule chose que je fais, c'est que les instructeurs d'arts martiaux, je leur enseigne de la technique, je leur enseigne aussi des concepts. Évidemment, il y a tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, que ce soit l'art martial, la guerrier ou la self-défense, c'est la même chose. Donc du coup, il y en a qui voient qu'en fait, ils ont des mouvements réflexes beaucoup plus intéressants, même dans leur art martial. Et mais j'adapte, c'est-à-dire que je leur enseigne de la technique technicienne, si je puis dire. Bien. Tandis que les autres, c'est de la self-défense, eh bien, qui cherchent un art martial et de la self-défense, donc je leur enseigne les mêmes choses, si je puis dire, s'ils sont intéressés par les mêmes choses, hein, s'ils sont intéressés par les mêmes thématiques. Le double bâton, pour cette seconde catégorie de personnes, est moins demandé, si je puis dire. Et donc, je leur enseigne finalement ce que j'enseignerais dans des cours habituels, mais d'une manière plus rapide, plus condensée. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Et moi toujours dans l'idée, moi j'ai une question pour Pablo. Pablo, donc tu enseignes l'armée de Diablo. C'est un art martial, on va dire, d'origine philippine, qui s'est spécialisé dans la défense main nue contre couteau. Quelle population pratique l'armée de Diablo chez toi? C'est-à-dire, quelles sont les motivations des gens? Voilà. Déjà, quel est ton public en fait? Alors, juste excuse-moi, je fais une petite aparté. Excusez-moi, je fais une toute petite aparté. Je vais vous demander, parce que le son, il est terrible, je ne sais pas pourquoi, coupez votre micro à chaque fois que vous ne parlez pas. Coupez votre micro quand vous ne parlez pas.
Je te passe la parole, Pablo. Ah oui, non, mais il faut que tu rallumes, Pablo. Le micro en bas. Voilà, tu recliques. Allô? C'est superbe. Tu es magnifique. Bon. Ok. Je viens d'Arnès Diablo à la fin, mais pour donner un exemple, j'interviens dans une structure qui s'occupe d'un public féminin qui est consommatrice des drogues et dont j'ai fait un travail de self-défense. Dans ces travails, on travaille physiquement, mais on évoque des situations. Il faut dire que ces femmes, dont certains sont dans la prostitution, dans la grande précarité, SDF, ont une expérience autour de la violence bien plus étendue que la mienne. Et une partie du travail, c'est de la verbalisation, de l'analyse des situations, je dirais presque un travail thérapeutique, et ce qui leur permet de comprendre aussi comment les choses, les engrenages de la violence peuvent s'enchaîner et comment on peut arriver à des situations dégradées que peut-être on aurait pu éviter. Et pour moi, ça, c'est aussi de la self-défense. Et donc là, il est question de mettre les gants, de frapper avec gants, sans gants, de voir des situations, mais il y a toujours en arrière une surveillance sur ce que ces situations vont réveiller du point de vue émotionnel et un temps de réflexion et des paroles où on revient sur les situations vécues, à la fois dans le cours, mais dans la vie réelle. C'est des femmes qui viennent parfois avec des cocards ou avec des grosses blessures, même en cours. Donc ça se voit et on travaille autour de la violence. Un autre exemple, j'ai fait des interventions sur la gestion des situations de violence et contention physique en école d'éducateurs spécialisés. Et donc là, on travaille une partie technique face à des situations habituelles, des corps à corps avec les enfants, comment maîtriser un enfant, comment le mettre à terre sans les blesser, sans se blesser soi-même. Mais on fait aussi des mises en situation assez ouvertes où on analyse les types de communication, ce qui a fait qu'à un moment donné, la situation s'est dégradée, où on est rentré dans les passages à l'acte, dans les corps à corps. Et ça, pour moi aussi, c'est de la protection et de la self-défense, mais autre de soi-même. Ça, c'est en situation professionnelle. Maintenant, en club, j'ai fait un travail qui est très différent. Que ce soit à Trama, notre association, ou que ce soit à l'USF, l'USF Chambara, Cali Escrima, Arnès Diablo. Là, on fait un travail, je dirais, plus standard, plus axé sur la gestuelle, avec des situations plus ou moins riches à niveau pédagogique, avec plus ou moins d'aléatoires. Mais on ne fait pas un travail, en tout cas, je ne me suis pas encore autorisé avec notre public à aller chercher des émotions fortes dans le rapport à la violence. Dans notre projet d'équipe, c'était justement, dans cette période de fin d'année, faire des stages, des mises en situation et commencer à explorer celle-là. Mais c'est un public très hétérogène. Il y a des gens qui viennent pour se dépenser, d'autres qui viennent pour la beauté du geste, d'autres qui viennent pour la self, et certains sont loin de pouvoir mettre en jeu un groupe. Les groupes, il n'est pas suffisamment contenant, et les gens n'ont pas tous les mêmes projets pour facilement passer à une mise en situation des viols, par exemple, avec des insultes, avec toute une situation qui est angoissante, qui fait peur, qui fait mal. Voilà. Pablo, si je peux me permettre, il y a Sandrine Dechaine qui vient de poser une question, justement, qui reprend exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on trouve des personnes qui souhaitent apprendre à se défendre, donc ça, c'est différents profils qu'on peut avoir dans les clubs, que tout le monde a, et petit à petit, découvrir un art martial, en fait, qu'il y a des fois. Donc, quelque part, peut-être, la self-défense, ça devient une porte d'entrée aussi pour aller plus loin. Et dans ce que tu dis, quand certaines personnes ont du mal peut-être à prendre déjà le couteau de l'Arnès Diablo, parce que c'est pas rien de prendre un couteau, de faire tous ces jeux de couteau et tout ça, toute cette appréhension, en fait, comment tu la gères? Et j'aurais une petite réflexion. Tout ce que vous dites, en fait, c'est qu'il y a des self-défense. Tout à l'heure, on regardait la vidéo de Bas Rutten. On était dans l'ultra-violence
et choses comme ça. Et en fait, il y a des self-défense beaucoup plus fines, beaucoup plus psychologiques et adaptées à des personnels, à des problématiques particulières. C'est un champ où on a différentes offres. Il y a des offres qui sont basées sur les mises en situation, sur les aspects des communications non violentes, etc. Et il y a des offres qui sont plus axées sur une dimension corporelle. On a une offre qui est extrêmement variée. Et des publics qui viennent chercher différentes choses, soit l'adapter à sa pratique, à sa vie, à ses peurs ou à ses conditions physiques, comme disait Michel. Si je peux, du coup, on va enchaîner parce que on a bien dépassé le temps qu'on s'était donné, mais encore battu. On est encore, ben voilà, c'est passionnant, c'est comme ça, mais bon, pour avancer un tout petit peu et pour parler justement de continuer un tout petit peu sur les scénarios et sur la pédagogie que ça implique, scénariser en fait des attaques. C'est pas simple en fait, puisque faut mettre des gens un petit peu en stress, en situation. Donc, c'est quoi les exercices de mise en stress, de situation qu'on peut avoir et je dirais, pour avancer, faire une question très très grosse, on parle souvent de complaisance quand on va démontrer une technique, type bras tendu ou ces genres de choses. Est-ce que c'est pas aussi un des dangers ou ce qu'on peut reprocher un petit peu à l'art martial, de manière générale, et puis des fois des styles simplement des pédagogies, Michel? Alors effectivement, il y a souvent beaucoup de complaisance dans les situations que l'on peut voir en self-défense et même en arts martiaux. Moi, ça m'a toujours posé problème, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, il faut arrêter d'être complaisant. Il faut laisser travailler le partenaire pour qu'il apprenne. Il faut avoir une pédagogie interactive, un peu progressive, pour que le partenaire puisse acquérir de la confiance, déjà un petit peu dans la technique et dans ses réflexes, justement. Mais par contre, laisser travailler le partenaire ne veut pas dire être complaisant, c'est-à-dire tomber soi-même sur une clé ou rester comme ça, etc., pour qu'il fasse la clé. Si, on peut le laisser un petit peu pour un débutant, le temps qu'il comprenne la clé. Mais il faut faire tout de suite un jeu où il est obligé de faire cette clé, que ce soit merdique ou que ce soit parfait, mais il est obligé de se débrouiller pour faire cette clé et pour sortir de là, et aussi avoir des réponses au cas où ça ne marche pas. C'est-à-dire, laisser travailler le partenaire, ce n'est pas de la complaisance. Il y a trop de complaisance. Et Ça, souvent, dans les situations de self-défense, dans les scénarios de self-défense et dans les scénarios d'arts martiaux, souvent, il y a beaucoup de complaisance. ouais, c'est important ce que tu dis. Laisser travailler le partenaire, ce n'est pas de la complaisance. Pablo, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Je trouve que c'est un défi qui nous est posé en tant qu'enseignant. Quand on travaille en cours privé, quand on fait du coaching, c'est plus facile dans les exercices qu'on propose juger sur l'intensité de la difficulté pour pas larguer l'élève, pour qu'il puisse progresser. En situation collective, ça dépend de notre capacité à faire en sorte que les anciens du groupe, quand ils travaillent avec les débutants, et puissent avoir eux-mêmes cette attitude. Mais ça suppose une culture des groupes ou une culture des clubs assez développée. Non, je ne pense pas. En fait, c'est la mise en place du cadre qui doit permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, dans ce moment-là, en fait, d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, en fait, le cadre est extrêmement... et la manière dont on pose le cadre doit être extrêmement précise. Et c'est pour ça que l'instructeur doit être au clair avec ce qu'il propose et comment il le propose, quelle est sa méthodologie, quelle est sa pédagogie, quelle est sa progressivité dans l'intensité, dans la dureté, dans l'agressivité, etc. C'est vraiment très important que les instructeurs soient au clair avec ça.
Bon, mais c'est très complet ce que vous dites. Stéphane, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je voudrais, je reviendrai à la fin pour faire un peu de la voiture balai. Très bien. Ramener tous ces trucs, mais voilà, pour l'instant j'écoute comme toi, très intéressé. Ouais, Voilà. alors on a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de questions et c'est super. Donc il y en a une, en tout cas une citation de François Guerrieri qui me plaît beaucoup, d'un de ses profs d'arts martiaux. On est venu pour la bagarre, on est resté pour l'art. Ça c'est assez joli. D'un autre côté, Germano Monossi aussi qui nous a rejoint. Bonjour Germano. Nous parle de la self-défense en fait et du mental basé sur l'élaboration de plans situationnels, de choses comme ça. Mais il souligne quelque chose qui me semble important, c'est l'anticipation en fait. Il parle d'anticipation et du coup, il a ce chiffre que je ne sais pas, c'est un chiffre tout à fait au hasard, mais qui, à mon avis, on est tous d'accord là-dessus, c'est 95% des situations dangereuses seront évitées avant tout. Et c'est quelque part, c'est ce qu'on recherche en fait, non? C'est pour ça que tout au début, je parlais d'attitude psychocorporelle, c'est-à-dire que il y a des attitudes qui déclenchent l'agression et il y a des attitudes qui désamorcent l'agression. Et l'attitude que l'on peut avoir peut être tout à fait tranquille ou elle peut même être très agressive. Mais c'est la manière dont on se positionne dans l'espace par rapport à l'autre et comment on se positionne soi-même par rapport à l'autre qui fait qu'on peut désamorcer pas mal de situations. Très bien. Je suis tout à fait Michel et Germano. L'analyse d'une situation, l'analyse comportementale, les lieux où je vais aller ou pas aller, comment je vais évoluer, la connaissance de la culture du contexte, c'est des éléments fondamentaux, sachant que le mieux, bien évidemment, c'est éviter des situations à risque. Il y a quelque chose qui revient, un commentaire qui revient souvent, c'est l'idée de soit l'un, soit l'autre. Et beaucoup disent, mais est-ce qu'il faut vraiment lâcher en fait les arts martiaux quand on passe à la self-défense ou ainsi de suite? Est-ce que ça se complète pas tout simplement, ne serait-ce que parce que leurs objectifs ne sont pas les mêmes? Il y a un objectif peut-être plus immédiat dans la self-défense, et on a vu avec Pablo aussi en parlant de certains publics qui arrivent avec des questions très concrètes. Ça peut être aussi un public professionnel, on n'en a pas parlé, mais dans le milieu hospitalier par exemple et autres. Mais justement, est-ce que c'est un choix qu'on doit se faire, on doit prendre une porte ou l'autre, ou les deux sont possibles? Et je dirais même mieux, dans le même club, sous une même bannière. Est-ce que on peut avoir cette finesse de pouvoir faire un cours un jour de self-défense et un jour d'art martial, plus traditionnel? Pablo? Je pense qu'il y a pour tous les publics, il y a des personnes qui peuvent faire les deux. Mais moi, c'est au sein du même club, je veux dire. C'est une question dont on a la réponse parce que dans notre club à nous, pour des selfs martiaux et même des cours sportifs. Donc, on a des enfants et des adultes qui font du chambara sportif, des adultes, des jeunes qui font du cali eskrima sur un axe très martial, et on a des groupes de self-défense, et on a des élèves qui font plus d'une activité. Donc, c'est tout à fait faisable, même au sein d'un club. Tout à fait. Michel? Alors, pour moi, au sein d'un club, ça dépend de ce que propose l'instructeur. En fait, en mêmes horaires, tu dirais. Mais en fait, on peut enseigner, en tant qu'instructeur, on peut enseigner d'un côté un art martial et de l'autre côté de la self-défense. Ouais. Pour ma part, j'ai choisi d'enseigner la même chose à des curseurs différents. Alors, il est évident que dans les cours normaux, j'enseigne l'art martial avec des notions de self-défense et avec des notions d'art guerrier. Dans les cours privés,
j'enseigne soit de l'art martial avec des notions de self-défense et d'art guerrier, etc., soit j'enseigne la self-défense avec des notions d'art martial et d'art guerrier. Vous voyez, c'est-à-dire quand c'est juste une question de curseur. J'ai 3 curseurs et puis je monte celui-ci, je descends celui-là, ou je monte les 3. Et en fait, dans le travail technique que je fais faire, la manière dont je l'amène, finalement, tout ça, c'est la même chose. Ouais. Alors, c'est la même chose. Par contre, encore une fois, certaines fois, c'est axé, et c'est même axé sur la version sportive. Ça peut être axé sur une version sportive, etc. Parce qu'en fait, tout ça, ce sont des choses qui se complètent. Et pour ma part, si on n'a pas un peu de tout ça, quelle que soit la catégorie dans laquelle on se place, en fait, que ce soit art martial ou art guerrier ou self-défense, etc., ou sport, si on n'a pas un peu de tout ça en même temps, on rate un petit peu l'intérêt des choses. Stéphane, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je veux conclure, donc moi je vous laisse parler. Bon, Stéphane va partir manger. Très bien. Eh ben, avant de conclure, peut-être pareil, je vous fais remonter encore quelques avis qui me semblent intéressants. C'est l'état émotionnel aussi. Donc ça, c'est Germano Monossi et Émeric Trémac qui avaient évoqué aussi tout à l'heure. L'état émotionnel et je dirais comment dire, à un certain moment, l'évitement n'est plus possible, la confrontation est inéluctable. Voilà, là il y a un état émotionnel à travailler, très clairement, l'engagement. Et comment répond l'art martial, comment répond la self-défense? On a toujours l'impression, en tout cas, grand public, que la self-défense s'adresse directement à cette problématique-là. C'est-à-dire, je ne peux plus courir, ou alors on ferait des cours d'athlétisme pendant nos cours, ce qui serait intéressant. Mais voilà, on ne peut plus s'enfuir. Comment ça va se passer maintenant? Michel, tu veux répondre? Oui, l'état émotionnel se gère à travers la prise de confiance de l'élève. C'est-à-dire que si on a un élève et qu'on l'attaque tout de suite très fort et très rudement, soit il s'en va, soit il reste. Mais ce qui reste, c'est une minorité. Okay? Ouais. Donc, on ne répond pas à la demande de la plupart. C'est-à-dire que la pédagogie et l'agressivité doivent être progressives. Mais il ne faut pas qu'elle soit délaissée au début. C'est-à-dire qu'il faut être agressif d'une manière gentille pour qu'on mette l'autre dans un état émotionnel, mais avec lequel il peut encore se débrouiller. Et en fait, moi, j'ai beaucoup, dans mon enfance, j'ai lutté avec mes frères qui étaient plus âgés. Et j'ai aussi lutté, on avait des animaux dans la famille. J'ai un frère qui avait un singe, je crois que c'était un chimpanzé, mais je n'en suis pas sûr. Pour s'échapper, il avait tordu les grilles de métal de la cage dans laquelle il était enfermé. Bon, vous voyez, il faut faire attention parce que ces bestioles-là, ça vous prend et ça vous arrache un morceau. J'ai une sœur qui avait une lionne. Quand on joue avec ces animaux, et puis on est latin dans la famille Rozzi, vous voyez, donc on est assez charnel. Donc on a beaucoup lutté avec mes frères. En fait, pour moi, la meilleure manière de s'entraîner, c'est de faire comme les animaux. Vous voyez, vous prenez des lions ou des tigres, ils se mettent des coups de patte, ils se mordent, ils se retournent, ils se bousculent, etc. Et quand ils combattent vraiment, ils font la même chose, sauf que là, ils sortent les dents, ils sortent les griffes. Okay? Et pour moi, un travail qui prend en compte à la fois la progressivité de la maîtrise de ses angoisses, de ses peurs, de ses états émotionnels, et l'utilisation de réflexes de combat innés et travaillés, en fait, il faut passer par des jeux qui soient proches de ça. Ok. Pablo, tu vas ajouter quelque chose? On n'est pas très très loin de conclure. Hein? Non, je suis Michel. La notion des... Non, tu es Pablo, tu n'es pas Michel. J'ai dit je suis Michel. Oui, non, tu es Pablo. Et donc, la progressivité elle est très importante. Dans l'Arnès Diablo, c'est clair, on commence par un travail technique, mais on intègre des dimensions de lutte
peu à peu jusqu'à des contextes tout à fait ouverts. Donc, voilà. Mais comme on est dans une transmission, la progressivité, elle est importante. C'est-à-dire mettre l'élève en difficulté sans les dégoûter ou sans les blesser, c'est important. Ouais. Et on pourrait même ajouter une chose importante, c'est qu'on se bat a priori comme on s'entraîne. Oui, bien sûr. On se bat comme on s'entraîne et du coup, ça devrait nous donner aussi un curseur à l'entraînement. Alors, quand tu parles de progressivité, ça me paraît important aussi. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, parce que je suis toujours d'accord avec toi, de toute façon, par principe. Avec toi aussi, Michel, avec toi aussi, Stéphane. Je vous aime tous. Mais je pense aussi, effectivement, que voilà, mettre en difficulté, mais juste assez pour que l'élève puisse avoir des solutions, mais en même temps, il y a quelque chose peut-être qui pourra paraître toujours un peu illusoire, c'est-à-dire à s'exercer dans un contexte confortable d'un club, en attendant une confrontation qui sombrera probablement dans la violence la plus grande. Donc ça, c'est toujours très délicat, à mon sens, hein, peut-être de maintenir cette illusion ou pas. Ça dépend vraiment des personnes, de comment on est en train de le faire et avec quelle honnêteté on est en train de l'aborder. Ça, c'est mon sentiment pour m'engager un petit peu dans cette conversation. Quand l'exercice il est très ouvert, on l'a discuté entre nous-mêmes autour des différentes formes de sparring, par exemple, tu te rends compte que l'illusion peut tomber assez vite parce que tu t'en sors pas toujours. Ou si tu t'en sors pas comme dans tes rêves. Moi, pour retirer l'illusion, je travaille au contact. C'est-à-dire que pour les débutants, quand j'envoie un coup de bâton, j'envoie un coup de bâton. C'est-à-dire que si j'attaque, je veux toucher la cible. Voilà, si tu bloques pas, tu le reçois. Alors, la seule différence, c'est qu'avec un débutant, je vais faire ça. Et une fois qu'il est un peu formé, c'est-à-dire assez rapidement, ça passe à ça, puis après ça passe à ça. Okay, c'est comme dans un cours de boxe. Le prof de boxe ne va pas, s'il donne des cours, etc., il ne va pas assommer un élève débutant. Par contre, il va envoyer ses coups de poing pour toucher légèrement. Puis au début, le débutant va faire pouf, 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 puis après, il va bouger la tête, il va bouger le corps. Okay, si on ne travaille pas, si on ne travaille pas au contact léger dans un premier temps et de plus en plus appuyé, etc., en fait, on est dans l'illusion. Quand on travaille au contact, il faut faire attention à ne pas être dans l'illusion technico-technique. Ouais. Ça, c'est la difficulté. Okay, mais si on travaille au contact et si on ajoute tout de suite, très rapidement, dans le même groupe voilà, dans le même moment du cours, c'est-à-dire assez rapidement, si on n'ajoute pas d'aléatoire tout de suite, etc., l'élève est dans l'illusion, et l'instructeur aussi. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite installer de l'aléatoire que l'élève peut s'approprier, et qui peut nous mettre, nous instructeurs, si on est trop confiant, ou si on est trop décontracté ce jour-là, qui peut nous mettre en difficulté aussi. Donc, en fait, c'est une manière de retirer l'illusion. Travailler au contact léger au début, okay, que ce soit en termes de travail technique ou en termes de sparring léger, etc., non appuyé pour explorer la technique. J'aime beaucoup faire explorer la technique. Et après, appuyer de plus en plus, aller de plus en plus vite, être plus agressif, augmenter le capital technique, etc., etc. Très bien. Stéphane, tu veux intervenir? Oui, non, moi je voudrais juste, dans la foulée de ce qu'a dit Michel, moi je pense que la self-défense a un avantage sur l'art martial, notamment l'art martial traditionnel, c'est que justement, pédagogiquement, si à un moment donné elle veut monter le curseur, elle ne va pas hésiter par exemple à utiliser des équipements de protection. Voilà, pour dire, ben voilà, on va monter le curseur, il y a un risque, pour éviter un risque de blessure, on va mettre des équipements de protection. Par exemple, l'agresseur va être
protéger pour que l'agressé puisse libérer l'énergie, dans l'optique effectivement d'aller vers du réalisme et de faire ressortir le côté émotionnel, en se disant que pour sortir le côté émotionnel, il faut créer effectivement une émotion. Et si je crée l'émotion et que je n'ai pas de protection, il y a un risque d'accident, de blessure, alors que si je suis équipé, je vais faire ressortir l'émotion chez l'agressé, il va falloir qu'il la gère, et moi, en tant qu'agresseur, scénarisant l'agression, je n'ai pas de risque de me faire blesser. Et je pense que c'est l'avantage de la self-défense qui, à un moment donné, effectivement, n'est pas vraiment attachée à une tradition. En tout cas, elle est évolutive. Et je pense que dans l'art martial traditionnel, à un moment donné, on est un peu figé dans un contexte qui est un contexte d'il y a peut-être 100, 200, 300 ans, 500 ans, en fonction de l'ancienneté de son école. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage dans le sens où on se coupe de pédagogie qui pourrait nous aider à mieux pratiquer. Et si jamais on veut aller sur de la self-défense, d'aborder cette thématique, notamment émotionnelle, de manière beaucoup plus pertinente que de dire non, nous, c'est pas de protection, on est des guerriers, etc. Voilà. Ça me paraît très intéressant ce que tu dis, Stéphane, c'est-à-dire le côté figé des arts martiaux philippins aujourd'hui. C'est vrai que, si on reprend historiquement la toute première partie du contexte historique que tu as mis en place, aujourd'hui, moi, dans les arts martiaux philippins que je pratique, c'est bâton, alors plus ou moins long, plus ou moins court, couteau, choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver sous Ancian Bacon, ça serait mon référent à moi, donc dans les années 50, de 30 à 50, et on voit pas cette évolution en fait, qui a eu une constante adaptation en fait, aussi bien dans les armes, tout ça. On aurait pu aussi parler des armes, comment dire, improvisées, ou des armes contemporaines. On parlait tout à l'heure des armes à feu et des choses comme ça. C'est vrai, j'ai cette impression-là aussi, comme toi, que on se réfère à un art martial qui a déjà 50, 60, 70 ans, comme je pourrais le pratiquer. Et l'idée de la self-défense, c'est toujours de contextualiser en même temps, de toujours l'amener à la modernité, à la situation contemporaine. Oui, puis surtout le contexte, c'est aussi local, c'est-à-dire le pays où tu es, qui t'autorise des choses, qui autorise des choses aux agresseurs. Et c'est ça qui fait, je pense, la pertinence de la self-défense, c'est ce souci de contextualiser, d'adapter et d'apporter une réponse, de prendre toutes les dimensions. On parlait de la dimension légale, je veux dire, il ne faut pas se leurrer. Demain, si moi je prends un bâton ou un couteau et parce que quelqu'un m'a regardé de travers, je lui explose la tête, fondamentalement, je pense que je vais passer au moins 10 années en prison, 15 années en prison si je le tue. Donc pour moi, c'est ça, en fait. C'est sans doute un peu la critique que je pourrais avoir sur nos pratiques traditionnelles, c'est qu'on est resté, alors après on l'assume pas, hein, on est resté sur effectivement un contexte qui n'est pas le nôtre. Moi, chez moi, je considère que les arts martiaux philippins, c'est un art martial, et qu'à l'époque, il y a 50 ans, c'était de la self-défense, armée. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on fait la même chose, si ce n'est que comme c'est pas dans le même pays, c'est pas la même époque, c'est pas le même niveau de sécurité, ce qui est un art martial, voire un art de loisir dans un pays, et en fait, dans le pays d'origine, peut-être pays plus violent, etc., de la self-défense. Donc c'est ça aussi le paradoxe. C'est que dans un pays, ça va être de la self, et chez nous, ça va être un art martial. Donc voilà, c'est en ça aussi, je pense que le débat, il est intéressant. C'est qu'au final, la réponse, elle n'est pas si claire que ça. Michel, tu veux intervenir ? C'est d'ailleurs pour ça, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, que, en fait, pour moi, art martial, self-défense ou art guerrier, c'est la même chose. Ça dépend du curseur que je mets dans la situation que je vais travailler avec mes élèves ou que je vais travailler pour moi-même. Oui, très bien. Bon. Les amis, on est en train de s'approcher de l'heure de fin. Eh ben oui, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. Pour moi, c'est un débat passionnant. On pourra en faire plusieurs encore. J'aimerais juste vous lire quelque chose parce qu'on ne serait pas complet et on n'est pas complet du tout. Mais si on ne rappelait pas le code pénal,
Donc, je vais vous lire juste l'article qui fait référence à la self-défense, c'est l'article 122 alinéa 5 du Code pénal. N'est pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, effectue dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Alors, ce petit sauf, c'est tout le flou qu'il pourrait y avoir. Ça pourrait ouvrir encore un autre débat, puisqu'on parlera de proportion et de disproportion, et c'est souvent problématique. Hein. Donc, on parlera de danger imminent, injustifié ou réel, et des critères de nécessaire, simultané et proportionné à l'agression. Je vous renvoie au Code pénal pour en savoir plus. Je vais laisser la parole à Stéphane qui va essayer de faire cette fameuse voiture balai dont il nous parlait tout à l'heure. Ouais, ça va être compliqué parce que voilà, on voit qu'à chaque fois qu'on remet une pièce, ça repart. Non, en fait, moi ce que je retiens en fait, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas trancher la question de dire l'un ou l'autre. J'ai plutôt l'impression que ça pourrait être, comme disait Michel, un curseur plus élevé pour l'un, mais également une pratique sur l'autre. Donc on ferait par exemple beaucoup d'art martial, mais on aurait la pédagogie pour, quand on veut aborder la self-défense, être capable de s'adapter. Mais je pense que ce qu'on voit quand même, à mon sens, c'est que la self-défense et l'art martial philippin traditionnel tel qu'on le connaît, je le répète, hein, la plupart des clubs d'arts martiaux philippins, c'est du simple bâton, on va dire du double bâton, on va avoir du couteau contre couteau, de la main nue contre couteau. Il faut savoir qu'il y a des écoles qui ne font pas de main nue, voilà. Et il y a des écoles, effectivement, qui, en plus de toutes ces armes, vont faire du main. Donc, pour moi, l'art martial philippin, il a certains aspects qui pourraient s'intégrer dans le cadre d'une self-défense. Simplement, on l'a vu, la self-défense, elle aborde des dimensions qui, à mon sens, et les échanges qu'on a eus, on ne va pas retrouver tel quel dans l'art martial, parce qu'un art martial traditionnel, et moi je pense que l'art martial philippin au jour d'aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, il est assez traditionnel, à un moment donné, il s'est un petit peu figé pour répondre à des questions du passé, et que s'il n'y a pas un travail, je dirais, d'adaptation, de changement de curseur et d'enrichissement par rapport à certaines connaissances sur les émotions, la contextualisation, le scénario, le système légal aussi, je pense que voilà, le passage ne se fait pas non plus comme ça. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais cru que l'art martial traditionnel, comme par magie, ça devient de la self-défense telle qu'elle. Je pense que la conclusion qu'on a, c'est qu'il y a forcément des différences, il y a forcément d'adaptations. On peut passer de l'un à l'autre, mais ce n'est pas, c'est pas comme ça. Et je pense que c'est important, au même titre que moi, la présentation que j'ai faite quand je suis revenu un peu sur l'historique, c'était de dire que quand on dit voilà, on pratique un art guerrier, de démontrer que la guerre à l'époque et la guerre aujourd'hui, c'est pas notre pratique. Nous ne sommes pas des pratiquants formés pour aller à la guerre, parce que la guerre, c'est pas ça. Au même titre que là, on voit que finalement, art martial ou self-défense, j'ai envie de dire, c'est fonction des focus, mais qu'il y a quand même, à un moment donné, je pense, un travail à faire si on est très traditionnel, si on veut, à un moment donné, faire aussi de la self, parce que, voilà, c'est pas dans les us et coutumes, forcément, de ce qui se faisait à l'époque. Après, on a beaucoup parlé self, parce que, bon, je pense que c'est un sujet qui interprète, parce que fondamentalement beaucoup de gens viennent aux arts martiaux pour le côté protection. C'est vrai que dans l'art martial aussi, il y a cette dimension art, qu'on a beaucoup de gens qui viennent parce que la sociabilisation, l'envie de faire du sport, peut-être de la compétition, hein, il y a des clubs d'arts martiaux philippins qui font de la compétition, rencontrer des gens, prendre confiance en soi, la technicité, comme disait Pablo, se créer une espèce de nouvelle famille ou de famille étendue. Et ça, effectivement, c'est aussi respectable. Là où je pense que le débat il est intéressant, c'est qu'à un moment donné, où est-ce que je suis
qu'est-ce que je fais et comment je fais, ou qu'est-ce que je prétends faire. Voilà. Et vis-à-vis aussi de la communication qu'on pourrait avoir, d'être clair dans le vocabulaire qu'on utilise et de ce qu'on vend un peu, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais on vend à un moment donné quelque chose, on dit voilà, venez pratiquer chez nous, vous allez apprendre ci et ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut être conscient que voilà, c'est pas non plus juste de la déclaration. Derrière, il doit y avoir un fond, une pédagogie, une réflexion, une maturité. Et pour moi, s'il n'y a pas eu, à mon sens, de travail d'adaptation, un art martial traditionnel philippin qui pourrait être de la self-défense aux Philippines il y a 100 ans, dans le contexte de la France, ce n'est pas pour moi de la self-défense, ou en tout cas s'il n'y a pas des compléments pédagogiques, de connaissances psychologiques, émotionnelles, etc. apportés, on est quand même sur un truc, voilà, c'est de la self-défense armée, mais d'un autre pays, d'un autre contexte, d'une autre époque. Voilà. Je ne sais pas si c'est à peu près on peut essayer de tirer comme grande conclusion. Mais je pense que c'est important. Voilà. Donc, on ne peut pas trancher la question. En tout cas, elle est tranchée dans le sens où c'est pas où, ça serait plutôt potentiellement et, mais voilà, avec un travail à faire. Donc, j'interviens, puis après je vous laisse le mot de la fin, messieurs. Juste pour revenir, on avait fait, en annonçant la table ronde, le débat, on avait fait un petit sondage qui était fort instructif sur, pour vous, est-ce que les arts martiaux philippins sont de la self-défense ou des arts martiaux? On a eu beaucoup de réponses, on vous en remercie. Et il y avait une grande majorité qui les situait dans les deux familles, arts martiaux et self-défense. Il y a un petit Matelin qui a dit une grille de lecture. Michel, c'est pour toi. Art de combat, c'était aussi initié par Lorenzo. Voilà, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est que maintenant, après ce débat, j'espère qu'on vous aura éclairé. Moi, ça m'a beaucoup éclairé, ça me pose peut-être plus de questions qu'avant, mais c'est bien. Et peut-être répondre dans sa tête cette fois-ci au sondage et à voir comment on juge notre pratique. Encore une fois, c'est à nous-mêmes de la juger, me semble-t-il, et non pas à se faire juger par les autres. Pablo, le mot de la fin pour toi? J'ai passé un super moment et je remercie Stéphane et toi, Gaston, pour ces super initiatives. Et j'étais heureux de partager avec Michel ces échanges. Pour moi, la question ne l'est pas tranchée. Il y a une grande diversité. Mais aujourd'hui, à différence d'il y a 30-40 ans, où si on avait un club, il fallait aller au club qu'on avait, on a la possibilité d'aller voir à droite, à gauche pour choisir la voie qui nous convient. Michel, le mot de la fin? Comme Pablo, c'était un grand plaisir d'être invité à ce FMA Live et de le partager avec vous trois. Et pour moi, la question est tranchée. Comme vous l'avez vu, art martial, art guerrier, self-défense, pour moi, c'est la même chose. Ce sont juste les modalités et les curseurs qui changent. J'espère que ça a apporté aux spectateurs quelques réponses et quelques éléments de réflexion. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je vais remercier Pablo et Michel d'avoir joué le jeu, parce que la table ronde, c'est toujours un exercice. Alors, c'est intéressant, mais c'est pas le truc, si on veut faire ressortir des choses, voilà, ça demande quand même de l'implication. Donc, je les remercie de leur confiance, de s'exposer. Faut savoir qu'on a une diffusion mondiale, hein, donc vous êtes vus dans le monde entier pour quelqu'un qui est connecté au live. D'ailleurs, on salue nos amis belges qui étaient en force aujourd'hui, Jérôme qui est intervenu. Et d'ailleurs, on pourra préciser que bientôt, mais bon, vas-y, je te laisse terminer. Non, alors, la question, c'est est-ce qu'on tease le prochain épisode ou pas? On peut, vas-y, je te laisse le teaser. Alors, l'épisode 4 de la saison 1 du FMA Live, donc ça sera samedi prochain. Et donc, on vous prépare un format qui serait plus un format magazine, où on aura un thème central qui sera l'enseignement du Kali aux enfants, voilà, avec un intervenant qui a une très grosse expérience sur l'enseignement aux enfants, donc ça va être très intéressant tout ce qu'il va pouvoir vous apporter. Et donc, ce sera Alexandre Héroux, qui est un OD du Kali Judo, mais aussi un instructeur en Kali, et qui a une grosse expérience de l'enseignement des arts martiaux, que ce soit le Yosekan ou le Kali.
c'est un dossier qu'on va préparer avec lui. On en profitera aussi pour lui poser des questions sur le grand tournoi de combat au bâton qu'il co-organise en Suisse. Il monte un gros événement, un tournoi de stick fighting, mais multi-style, il nous en parlera. Et aussi un petit mot sur le FMA Arts, qui est un espèce de portail web sur les arts martiaux philippins. Il nous représentera ça. Et on aura aussi également Raymond Chifo, qui est un instructeur en Warriors Eskrima, localisé à Charleroi en Belgique, qui nous a préparé une mini-classe en Sibat. Donc le Sibat, c'est le bâton long en art martial philippin. Et donc on aura le plaisir de voir un peu ce qu'il nous propose à travers une mini-classe. Et on aura également une petite revue d'un livre que je vous conseillerais, un livre sur les arts martiaux philippins. Donc pour ceux qui l'ont vu, ça sera l'occasion de prendre connaissance. Donc voilà. Donc soyez là la semaine prochaine parce que ça va être très intéressant. Et bah pour ma part, je vous remercie absolument tous. Sachez, chers intervenants, que ça a suscité énormément de commentaires. Que sur les commentaires de Facebook Live, qu'on va laisser, d'ailleurs, je précise, on ne le laisse pas toujours, on le laisse 2-3 jours pour que vous puissiez le revoir et inviter d'autres personnes à le revoir. On aime le format live, c'est-à-dire il fallait être là pour le vivre. Et sinon, tant pis pour vous. Mais donc, on va le laisser quelques jours. Vous verrez aussi les commentaires. Ils étaient très fournis. On a eu la chance d'avoir beaucoup de personnes de grande qualité qui ont participé. Donc, je les salue. C'était un super débat qu'il y avait sur les commentaires. Donc, c'était super bien. Pour notre part, on s'éclate, on s'amuse beaucoup à faire ça. Si vous voulez nous soutenir, faites comme tous ces gens qui nous ont envoyé des corbeilles de fruits, c'était génial, des chocolats et tout ça, hein, Stéphane. Et de l'argent aussi, c'est super. Merci, ouais. Mais sans rire, partagez, voilà, faites connaître le FMA Live, ça parle de vous, ça parle de nous.